Alors simplement, juste très rapidement, puisque aujourd'hui je représente essentiellement quand même le syndicat de la magistrature, dont je suis secrétaire national, membre du bureau national aujourd'hui. Le syndicat de la magistrature s'intéresse à ces questions liées à l'affiliation depuis toujours, depuis très longtemps. Comme vous le savez peut-être, on est un syndicat un petit peu atypique, qui n'est pas un syndicat purement corporatiste, mais qui justement se préoccupe de la question du juge dans la cité, et donc ce qui nous est bien reproché assez souvent d'ailleurs, intervient sur des questions de société et donne son avis, même quand on ne le lui demande pas, sur diverses problématiques liées au droit. D'ailleurs, déjà au moment de la campagne électorale de 2012, on avait élaboré une plateforme qui s'appelait « Pour une révolution judiciaire », qui avait fait tousser plus d'un, où sur ces questions, on avait déjà pris position en faveur de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à tous et de la reconnaissance des enfants issus de GPA à l'étranger. Depuis un an ou deux, on a un groupe de travail qui s'est mis en place au sein du syndicat, dont je fais partie, qui réfléchit aussi, qui essaye de mener une réflexion sur ces questions de filiation. Alors, travail qui n'est pas encore abouti, c'est-à-dire que moi, je vais vous dire des choses aujourd'hui, certaines choses qui sont des positions officielles du syndicat, d'autres qui font partie de la réflexion en cours au sein de notre groupe de travail. J'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai commencé à préparer cette intervention, faut que je fasse attention, parce que j'ai tendance à être un peu long, hein, je compte sur vous, à me dire que c'était assez intéressant, parce qu'en regardant un peu la jurisprudence, puisque ce qu'on m'avait demandé, c'était de faire un petit travail de réflexion sur l'évolution de la jurisprudence en matière de création du lien parental, ce que j'ai essayé de faire. Alors dans cette période un peu tourmentée où nos camarades du syndicat font souvent l'objet de reproches ou de ceux qui sont soupçonnés d'appartenir à notre syndicat, de partialité dans des affaires politico-financières ou autres, je me suis dit c'est quand même étonnant, c'est quand même bien étrange que ces mêmes personnes qui nous mettent en cause ou qui mettent en cause l'éventuelle appartenance syndicale de ces juges qui dérangent, ne réagissent pas ou n'aient pas eu de réaction particulière au moment des décisions, par exemple, de Versailles, ne se soient pas interrogés sur la partialité éventuelle de ces juges qui n'appliquaient pas la loi de 2013. Bon, ça c'est une petite parenthèse, c'était un petit clin d'œil, mais je voulais le faire parce que c'est vrai que on entend souvent, vous devez entendre des réflexions ou des diatribes à l'égard des membres de notre syndicat qui dérangent un petit peu. Et voilà, c'était juste pour dire que en fait, les choses n'étaient sûrement pas aussi simples. J'ai trouvé effectivement, j'avais noté moi aussi que la question évidemment de la filiation est une question qui est éminemment politique, puisque la filiation, ce n'est pas un fait biologique que le droit va enregistrer, mais c'est bien une institution que le droit construit. Et c'est donc bien à ce titre quelque chose de particulièrement, un concept éminemment politique, le concept de filiation. En ce qui concerne la jurisprudence, on verra rapidement qu'elle paraît en demi-teinte. Autant on a pu avoir des décisions assez progressistes, ou du moins des avancées assez significatives pour faciliter l'accès à ce qu'on appelle la parentalité, c'est-à-dire la fonction parentale, en clair l'exercice de l'autorité parentale, et où là on a des évolutions qui permettent de créer ce lien à minima. Autant cette jurisprudence a du mal en ce qui concerne la parenté, c'est-à-dire justement l'accès à la filiation.
la jurisprudence de la CEDH, quant à elle, si elle est porteuse d'évolutions intéressantes, elle consacre quand même, et elle est fort respectueuse de la souveraineté des États en ce qui concerne, dans cette matière, et j'en dirais deux mots, elle peut interroger aussi sur l'approche parfois naturaliste de la filiation qu'elle peut avoir. C'est dans ce cadre-là qu'il me semble qu'effectivement, ce qu'on peut souhaiter et ce qu'on a tous réclamé, c'est que le législateur intervienne, et qu'il était important que le législateur intervienne. Alors vous avez pu constater comme moi que difficile d'avoir beaucoup d'illusions peut-être aujourd'hui sur cette question au regard des propos encore récents de notre Premier ministre, qui nous dit qu'en matière de PMA, il faut attendre l'avis du CCNE. Lequel CCNE, me semble-t-il? Alors, j'ai pas eu le temps de rechercher, j'y ai pensé hier, mais il me semble que j'avais lu il y a quelque temps qu'en fait, eux, ils considéraient à juste titre, à mon avis, qu'on était sur une question éminemment politique et qu'ils n'envisageaient pas de trancher à la place du politique. Donc, je ne sais pas de qui on se moque, mais je ne sais pas qui... quand est-ce qu'on pourra voir ça? Alors, le report de la loi famille au calendrier grec, on l'a vu, et les positions qui ont été prises sur la question de la GPA. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement ce colloque il est très important, parce que je crois que le salut, s'il y en a un, il viendra du fait qu'on arrivera à convaincre les uns les autres l'opinion publique de la nécessité des évolutions du droit de la filiation, et d'où l'importance de ces événements qu'on peut organiser les uns les autres. Et à ce titre, j'en profite pour faire la promotion de notre propre événement, puisqu'on organise nous-mêmes un colloque où il sera question aussi, entre autres, puisque la thématique est plus large, mais de ces questions de filiation, et où Thomas Linard sera d'ailleurs présent pour intervenir. Voilà, alors j'ai déjà été trop long dans mon introduction, je vais essayer d'aller vite. Donc sur la question de la jurisprudence en matière de parentalité, je vais peut-être aller assez vite, puisque donc, vous savez que jusqu'en 2002, il existait une délégation d'autorité parentale. Donc la délégation d'autorité parentale, elle opérait transfert total ou partiel de l'exercice de l'autorité parentale aux parents, à la personne à qui elle était déléguée. Et à partir de 2002, on a instauré, et c'est là que c'est intéressant, un mécanisme de délégation-partage de l'autorité parentale qui permettait que la personne qui se voyait déléguer l'autorité parentale la partage avec celui ou celle qui lui déléguait l'autorité parentale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu obtenir une autorité parentale partagée pour des couples qui étaient pacsés. C'est une décision de la Cour de cassation de 2006 qui avait admis cela. La seule obligation, c'était de s'assurer que les circonstances l'exigent et que c'était conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc, évolution jurisprudentielle autour de la délégation-partage de l'autorité parentale qui a permis un exercice partagé de l'autorité parentale dans le cadre de couples de même sexe. Ça a été admis par la Cour de cassation donc en 2006. Quand on suit l'évolution de la jurisprudence, elle n'est pas forcément très, très positive, puisque dès 2010, la Cour de cassation a un peu restreint cette possibilité, puisqu'aujourd'hui, elle exige par ailleurs que cette mesure, qu'il soit établi que cette mesure permette d'améliorer les conditions de vie des enfants et qu'elle présente un caractère indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de la question de l'intérêt de l'enfant, mais on verra, j'en dirai deux mots tout à l'heure, que c'est manifestement pas le souci premier de la Cour de cassation, l'intérêt de l'enfant, semble-t-il. On exige de rapporter la preuve que ça va améliorer, que cette décision améliorerait les conditions de vie des enfants. En fait, donc, une jurisprudence qui permet, comme je l'ai dit, aux partenaires de participer à l'éducation de l'enfant, qui permet éventuellement le maintien d'un lien
par l'exercice ou l'octroi d'un droit de visite ou d'un droit d'hébergement en cas de séparation avec cet enfant, mais on n'est pas dans le cadre de la filiation. Là, on est dans le cadre de la parentalité, c'est-à-dire de l'exercice de l'autorité parentale. On pouvait espérer des évolutions même dans ce domaine-là, puisqu'on a eu une proposition de loi sur cette question de l'autorité parentale il y a maintenant quelques mois de cela, qui émanait du Parlement, c'était Erwan Binet et je ne me souviens plus qui créait notamment, qui contractualisait l'exercice de l'autorité parentale, qui permettait d'élaborer des conventions autour de ça, qui étaient soumises simplement à l'homologation du juge. Donc il n'y avait plus ce contrôle, cette nécessité d'autorisation, de décision judiciaire. On était juste sur une simple homologation de la convention par le juge. Avec simplement le juge qui était censé vérifier que l'intérêt de l'enfant était respecté. Mais finalement, même ça, on n'y arrive pas, puisque ce projet de loi, il est au fond d'un tiroir. Il y a eu au moment des débats un peu d'obstruction, une certaine obstruction parlementaire qui a été menée. Et depuis, ce projet de loi a disparu et on n'en entend plus parler. Voilà, donc malheureusement, même déjà, avant même la question de la parenté et du lien de filiation, on se rend compte que même en matière de parentalité, c'est-à-dire juste de simple exercice de l'autorité parentale, les choses sont pas si simples et on a du mal à faire valoir les droits en faveur des personnes qui élèvent au quotidien cet enfant. Dès qu'on en vient à la question de la parenté, les choses se compliquent en jurisprudence et on voit qu'il y a deux domaines. Je vais aborder de manière un petit peu plus approfondie que sur la question de la parentalité, qui était un petit peu annexe, mais c'était important d'en parler aussi, où la jurisprudence s'est montrée et se montre particulièrement réticente à l'établissement, à la création du lien de filiation, dans le cadre de l'homoparenté, on verra tout ce que les jurisprudences en termes sur la question de l'adoption, et la question de la création du lien de filiation dans le cadre des GPA. Déjà, première chose à dire à ce sujet, c'est que finalement aujourd'hui, la seule chose, mais on y reviendra, vous y reviendrez sûrement au long de la journée, le seul lien de filiation, c'est une avancée, bien évidemment, une avancée de la loi, mais on verra que la jurisprudence a freiné et a traîné les pieds pour appliquer cette loi, bon, qu'on espère aujourd'hui va être enfin appliquée dans toute sa plénitude. La création du lien de filiation pour les familles homoparentales, elle passe nécessairement et exclusivement par la question de l'adoption et elle impose surtout que ces familles se marient. Donc on est déjà quand même on a réduit particulièrement le champ de la création de ce lien de filiation sous la pression, évidemment, on le sait tous, de certains groupuscules qui font beaucoup de bruit. Sur la question du lien de filiation par la voie de l'adoption, quelques décisions qui paraissent importantes à citer. Il aura fallu déjà, dans un premier temps, un arrêt de la CEDH en 2008, c'est l'arrêt EB contre France, pour que soit consacrée la possibilité pour un célibataire d'adopter quelle que soit son orientation sexuelle, puisque la France a été condamnée par cette décision pour discrimination suite à un refus d'agrément par l'ASE en raison de l'orientation sexuelle du requérant. Donc il aura quand même fallu attendre 2008 pour que ce soit effectivement consacré. En ce qui concerne la création d'un double lien de filiation adoptive,
de situations avant la loi de 2013 et les incidences de la loi de 2013. Avant la loi de 2013, certaines juridictions avaient suivi des requêtes qui leur étaient faites et avaient mis en place des mécanismes qui permettaient cela en acceptant des adoptions simples par le partenaire du parent de l'enfant, ce qui permettait la création d'un lien de filiation, puisqu'on était sur l'adoption simple en maintenant le lien de filiation originaire, et par la suite une délégation partage de l'autorité parentale qui permettait, puisque normalement l'adoption opère transfert de l'autorité parentale, ce qui du coup le parent initial perd l'exercice de l'autorité parentale en cas d'adoption, mais derrière il y avait un mécanisme, on passait par une délégation partage de l'autorité parentale qui permettait donc aux deux parents d'exercer en commun l'autorité parentale. Donc, par ce biais-là, on avait donc une double filiation et on arrivait à avoir un exercice conjoint de l'autorité parentale. Ça, c'est des choses qu'on est quelques-uns à avoir fait. Personnellement, j'ai autorisé ce genre de décision lorsque j'étais JAF, puisque les délégations partage, c'était les JAF. La question de l'adoption, c'était la chambre du conseil, c'est-à-dire une autre formation, mais les délégations partage qui intervenaient après, c'était les JAF. Malheureusement, par un arrêt de 2007, la Cour de cassation a invalidé cela et a refusé l'adoption simple d'un enfant par le partenaire de PACS, au motif que cela opérait transfert de l'autorité parentale et que en faveur donc, du parent adoptant, et que cela était contraire à l'intérêt de l'enfant, dès lors que, contrairement au couple marié, on avait donc ce transfert de l'autorité parentale. Cette décision a été malheureusement validée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt Gazet-Dubois de 2012. C'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que finalement, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est toujours prise dans un dilemme important entre le respect de la souveraineté des États, ça c'est pour être sûr de ne pas être supprimé un jour, et le respect des droits fondamentaux qu'elle est censée sauvegarder. Donc, je ne fais pas une critique acerbe de la CEDH. Je veux dire, c'est grâce à la CEDH qu'on a pas mal d'avancées dans notre droit. Donc, je suis très content moi-même des décisions de la CEDH souvent. Mais on voit bien qu'elle est toujours prise dans cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire avancer les droits fondamentaux, mais en même temps, elle doit rester soucieuse de la souveraineté des États dans des domaines un peu sensibles comme celui-ci, parce que justement, sinon, il y a des risques par rapport à son avenir. Donc voilà, donc dans ce domaine-là, elle a fait primer la question de la souveraineté des États en indiquant que les États la France ne pouvait pas être condamnée pour discrimination dès lors qu'elle était en droit d'instaurer des droits différents pour les couples mariés et pour les couples non mariés. En faisant cela, elle oubliait que la conséquence pour les couples non mariés, c'est qu'il y avait justement une discrimination entre ceux qui pouvaient être du même sexe et pas les autres. Bon, ça, elle l'a un peu zappé, mais elle a donc malheureusement, cette décision a été validée, et donc on a eu, heureusement, et on espérait tous que les problèmes allaient être réglés avec la loi de 2013, puisque la loi de 2013 a fait quand même un grand pas, il faut le dire, puisqu'elle a admis l'adoption pour les couples mariés de même sexe et l'adoption par le parent de l'enfant du conjoint. Et donc ainsi, elle a clairement reconnu la famille homoparentale.
Malheureusement, on l'a vu, vous le savez, je vais aller assez vite parce que vous savez ça aussi bien, voire mieux que moi, puisque souvent certains ont subi ces pratiques judiciaires. On a vu que certaines juridictions ont eu une lecture surprenante, on va dire, de la loi, notamment Versailles, Aix, en refusant de prononcer les adoptions pour les enfants de conjoints dès lors que les enfants étaient nés d'une PMA à l'étranger. On a vu aussi des pratiques parquetières insupportables, avec des enquêtes menées pour ces familles-là, et pas pour les autres, dès lors que les enfants étaient nés d'une PMA à l'étranger, qui pouvaient avoir avec des questions hallucinantes, voire insupportables. Et puis, la dernière pratique que j'ai apprise, c'est, ça je le sais depuis cette semaine, c'est que certaines juridictions, manifestement, exigent une représentation par avocat, alors que c'est pas du tout prévu par les textes. Donc voilà, c'est malheureusement, on voit qu'il y a eu certaines résistances au sein de quelques juridictions, parce qu'il faut dire que la majorité des juridictions, je me dépêche, ont opté ont appliqué la loi comme elle devait être. Alors, vous avez connaissance évidemment de l'avis de la Cour de cassation là, qui est sorti tout récemment, qui, on l'espère, va mettre fin à un peu tous ces errements. On a encore des parquetiers qui résistent puisque dans certaines juridictions, on refuse de prononcer des adoptions plénières, alors que quand on lit bien justement le rapport du conseiller qui a fait donc, par rapport à l'avis de la Cour de cassation, il est clair qu'il n'y a pas de distinction à faire entre adoption simple et adoption plénière. Les limites de la loi de 2013, évidemment, c'est le fait que la création d'un lien parental pour les familles homoparentales passe nécessairement par l'adoption. Alors en ce qui concerne l'adoption par les deux parents, on sait bien que les familles homoparentales comme les autres risquent de se heurter, j'aime pas ce terme, mais la pénurie d'enfants adoptables, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'enfants adoptables en France. Et là, je voulais dire une petite chose, je fais une petite parenthèse, je pense qu'il y a une fausse mauvaise idée qui circule beaucoup par rapport à ça, qui est qu'il faudrait rendre plus facile l'adoption des enfants placés auprès de l'ASE. Je crois qu'il faut être très vigilant et faut faire très attention à ça, parce que aujourd'hui, les enfants qui sont placés, le système tel qu'il est, avec les moyens qui sont donnés à l'ASE et aux services qui s'occupent de ces enfants, fait que malheureusement tout n'est pas nécessairement mis en œuvre pour permettre aux familles en difficulté d'être accompagnées correctement pour pouvoir justement que ce lien familial et parental puisse se maintenir. Donc vouloir absolument, parce que justement on manque entre guillemets d'enfants à adopter, faire en sorte que plus rapidement ces enfants puissent être plus rapidement adoptés et qu'on coupe le lien plus vite avec la famille d'origine, moi je suis très réticent par rapport à tout ça, parce qu'il faut peut-être d'abord œuvrer pour qu'on mette tout en œuvre pour essayer d'accompagner ces familles correctement pour qu'elles puissent sauvegarder le lien avec leur enfant. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et puis, évidemment, l'autre limite, c'est que pour pouvoir bénéficier de la création de ce lien parental, ça impose aux familles homoparentales de se marier. Donc c'est assez paradoxal aujourd'hui, quand on sait que 50% des enfants naissent hors mariage, que pour ces familles, on leur impose le mariage. Donc ça, je tenais à le dire. Alors très rapidement sur la question de la GPA, mais vous y reviendrez peut-être évidemment avec monsieur et madame Menson. J'arrive pas à lire, je suis malvoyant. Il faut me dire combien. 2 minutes. Bon, je me dépêche. Que dire, c'est que, bon, évidemment, la notion d'ordre public et la question, bon,
rapidement sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Cour de cassation qui nous invoque l'ordre public. Vous avez dû peut-être lire le communiqué de presse que le syndicat avait fait l'année dernière qui s'intitulait La Cour de cassation veille, qui n'a pas été très apprécié à la Cour de cassation parce qu'on comparait les membres de la Cour de cassation aux veilleurs de la Manif pour tous. Mais c'est un peu ça quand même. Puisque ce qui était insupportable dans cette décision, c'est qu'on balaye totalement d'un revers de main la question de l'intérêt de l'enfant en disant ce qui compte, c'est le respect de l'ordre public interne. On ne sait pas trop ce que c'est cet ordre public, mais bon, voilà, et quels intérêts il est censé défendre. Et donc, l'intérêt de l'enfant, on s'en moque totalement. D'ailleurs, ça a été redit il n'y a pas longtemps par Manuel Valls encore. Là, je lisais son interview dans La Croix, qui est juste insupportable, sur le fait que, manifestement, ces enfants, ces parents on est carrément sur l'indignité des parents. C'est-à-dire que ces parents qui ont eu recours à des pratiques de ce genre, qui sont des pratiques monstrueuses, parce qu'évidemment on associe nécessairement GPA à marchandisation, on ne réfléchit pas, il y a GPA égale marchandisation, et puis le débat est terminé. Donc ces parents qui ont des pratiques monstrueuses ne sont pas dignes d'être des parents et donc ne peuvent pas communiquer les valeurs, etc. C'est ce qu'il dit dans son interview, c'est juste insupportable. Et donc voilà, l'intérêt de l'enfant il est totalement oublié. D'ailleurs la Cour de cassation le dit qu'on n'a pas à se préoccuper de cette question dès lors qu'il y a une fraude à la loi. Là, ce que je voulais dire par rapport à l'avis de 2014 qui est intéressant puisqu'il dit il donne une interprétation de la loi sur le mariage pour tous qui est celle qu'on avait les uns les autres. Malheureusement, là encore, il se fonde sur la question de l'ordre public. C'est-à-dire que puisque la PMA est autorisée en France, il n'y a pas de problème, mais en même temps, l'intérêt de l'enfant, là encore, on n'en parle pas. C'est quelque chose, moi, qui me paraît vraiment problématique dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Bon, on a cet arrêt, l'arrêt de la CEDH là, qui est devenu définitif, je crois hier ou avant-hier, puisque la France n'a pas sollicité la saisine de la Grande Chambre, qui va dans le sens de la reconnaissance de l'inscription, ou du moins de la transcription, qui demande à la France soit de transcrire sur les registres de l'État civil français, soit d'accepter la reconnaissance des parents de ces enfants. Bon, j'ai pas entendu dans la réponse manifestement de l'État français, c'est on va essayer sur le plan international d'obtenir une convention pour empêcher les pays qui pratiquent la GPA d'autoriser cette pratique à des parents qui sont issus de pays où elle est interdite. Les réponses données à la décision de la CEDH, je les ai pas vues. Je ne les ai pas entendus. C'est quand même assez inquiétant que l'État manifestement envisage de s'asseoir complètement sur une décision de la CEDH, on va voir. Et dernière petite chose que je voulais dire, alors là voilà, j'ai terminé, parce que c'est quelque chose peut-être que je mets dans le débat, c'est la jurisprudence de la CEDH, elle nous fait avancer, la preuve là sur cette question-là. Moi peut-être ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand on la lit de près, manifestement, elle est manifestement elle aussi polluée par la naturalisation de la filiation ou la biologisation de la filiation, puisque finalement, ce qu'elle dit dans l'arrêt Menson, mais peut-être que ceux qui sont concernés en parleront mieux que moi, c'est que finalement, ce qui pose problème, c'est que le père biologique ne puisse pas faire reconnaître sa filiation en France. Et donc, quelque part, on est sur... On questionne l'impossibilité de faire respecter un lien biologique. Donc voilà, c'est un peu la limite que j'y mets, c'est que malheureusement je crains que cette biologisation de la filiation, elle pollue même les esprits des juges de la CEDH. Voilà, j'ai été trop long, je suis désolé, et je laisse la parole. Merci beaucoup.